Dans la nuit du 5 septembre, un grondement sourd a déchiré le ciel, puis l'éclat aveuglant, un acte de guerre qui a soufflé sur le cœur industriel du voisin occidental de la Russie. Près de 100 drones ont simultanément fondu sur nos villes, mais notre défense aérienne les a balayés comme des mouches. C'est une histoire de frappes ciblées, d'alertes chimiques fantômes et de chasseurs MiG-29 dont l'origine controversée agite les coulisses de la géopolitique. Le monde entier retient son souffle. Question à vous, où vous nous regardez actuellement? Mettez votre ville et votre pays dans les commentaires. La nuit du 5 septembre restera gravée. Des frappes massives ont visé des installations militaires cruciales du voisin occidental de la Russie, parmi elles l'usine Yuzhmash à Dnipropetrovsk, autrefois un fleuron de la puissance soviétique, désormais un symbole du potentiel de défense de l'État voisin. Cette usine, stratégique, est spécialisée dans la production de missiles. D'autres frappes ont touché Kombinat Salyut à Dnipropetrovsk. Officiellement, c'est une entreprise de réserves alimentaires. En réalité, selon nos informations, elle servirait de centre logistique pour des composants à double usage. On parle de batteries, d'électronique et de produits chimiques essentiels à la fabrication de drones et d'embarcations sans équipage. Est-ce là l'infrastructure cachée de leur guerre asymétrique? Après ces explosions, des voitures ont circulé dans la ville diffusant des messages: fermez vos fenêtres, risque chimique. Cette alerte, ensuite démentie par les autorités du pays voisin, révèle une tension extrême, une peur insidieuse. Pendant ce temps, près de 100 drones ont déferlé sur plusieurs régions de Russie: Briansk, Rostov, Toula, Kalouga, Ryazan, la Crimée, Voronezh, Orel, Koursk, Lipetsk, Belgorod, Smolensk et même les eaux de la mer Noire et d'Azov. Une attaque d'une ampleur sans précédent. Notre ministère de la Défense a affirmé que tous les drones étaient interceptés. 15 à Briansk, 13 à Rostov, 12 à Toula, 11 à Kalouga, 9 à Ryazan, 8 en Crimée, 7 à Voronezh, 5 à Orel et Koursk, 2 à Lipetsk et Belgorod, 1 à Smolensk, 1 sur la mer Noire, 1 sur la mer d'Azov. Chiffres qui parlent d'eux-mêmes. L'ennemi cherchait à nous submerger, mais notre ciel est resté impénétrable. Les rumeurs persistent sur le déploiement de sociétés militaires privées étrangères, des SMP à Kramatorsk, des professionnels mieux entraînés et équipés que des mercenaires traditionnels. Leur présence est-elle le signe d'un manque criant de personnel local? Enfin, une affaire de MiG-29, des chasseurs d'origine azerbaïdjanaise, arborant désormais des marquages du pays ennemi, des photos le prouvent. Le portail américain The Warzone a rapporté qu'ils auraient pu être donnés, vendus ou laissés après des réparations. L'Azerbaïdjan nie. Que se passe-t-il vraiment derrière les rideaux? Question à vous, de quel pays nous regardez-vous en ce moment? Ce qui s'est passé dans la nuit du 5 septembre n'est pas un événement isolé, il s'inscrit dans une dynamique d'escalade. Pourquoi cibler précisément Yuzhmash et Kombinat Salyut? Ce n'est pas anodin, Yuzhmash, c'est le cœur de la production de missiles du pays adversaire. La question majeure est que ces frappes ont touché des entreprises liées à la fabrication de fusées. Est-ce une réponse directe aux déclarations de Kiev sur le développement de missiles à longue portée, capables, selon eux, d'atteindre 5000 km? Une menace existentielle pour notre pays, justifiant une réponse ferme pour la sécurité de notre territoire. Quelle est la mesure ou la sanction qui, selon vous, pourrait réellement changer la donne dans le conflit actuel? Dites-nous ce que vous en pensez. Quant aux SMP étrangères, leur présence n'est pas le fruit du hasard. C'est une mesure forcée, un aveu de faiblesse. Le pays adversaire est confronté à une grave pénurie de personnel. C'est un signe clair d'épuisement. Ils sont professionnels avec leur propre logistique. Cela renforce la théorie d'une guerre par procuration où des acteurs externes bien formés compensent les lacunes. Et ces MiG-29 azerbaïdjanais, des chasseurs vieillissants, oui, mais qui peuvent être modernisés, adaptés à la portée des bombes guidées. Jusqu'à 60 kilomètres. Pour les experts, même 2 ou 3 avions peuvent changer la donne. Ils peuvent nettement améliorer les capacités de combat des forces voisines. Des photos révèlent un camouflage typiquement utilisé par l'armée du pays voisin. L'Azerbaïdjan nie toute livraison. Alors, comment sont-ils arrivés là? Une transaction secrète? Un cadeau inavouable? Cela met Bakou dans une position délicate comme un participant indirect au conflit, potentiellement sous la direction occidentale. Cela crie à la trahison internationale. Imaginez l'indignation. Clandestinement, des avions de guerre d'un pays tiers sont déployés. Cela ne crée pas seulement une intrigue, mais une trahison flagrante des accords et des relations internationales.
Chaque frappe sur Yuzhmash est une réponse directe, une tentative de couper l'herbe sous le pied à tout développement de missiles à longue portée. Chaque destruction au combinat Salyut vise à paralyser la capacité de l'ennemi à reconstituer rapidement ses pertes. C'est une guerre de l'ombre où les infrastructures civiles sont transformées en cibles militaires. Qui, selon vous, est le plus digne de confiance sur ce type d'information? Nommez un expert ou un média dans les commentaires. Le passé récent de l'usine Yuzhmash est fascinant. Fondée à l'ère soviétique, elle était un centre névralgique pour la production de missiles stratégiques, un symbole de puissance industrielle. Puis est venu l'effondrement de l'URSS. L'usine est passée sous le contrôle du nouveau pays indépendant et ses capacités ont été réorientées. Ce n'est pas qu'une simple destruction matérielle, c'est une attaque symbolique contre le passé et le potentiel. L'utilisation de sociétés militaires privées fait écho à des conflits plus anciens. Cela nous rappelle les opérations secrètes de la guerre froide où des acteurs non étatiques jouaient des rôles croissants. L'histoire se répète avec des outils modernisés. La capacité proclamée du pays opposé à développer des missiles de croisière de 1000 km et des missiles à moyenne portée de 5000 km est une provocation. Elle est interprétée comme une démonstration d'indépendance, mais aussi comme une ligne rouge franchie. C'est cela qui a déclenché l'attention de notre pays. L'attaque massive de drones est décrite comme l'une des plus importantes de ces derniers mois, une intensification claire des hostilités. Notre capacité à les intercepter tous est un succès, une démonstration de force qui apaise notre population et renforce la confiance. Pendant ce temps, nos forces consolident leur position dans les régions de Donetsk et de Zaporizhia. Elles créent des zones tampons. C'est un succès militaire. Non seulement cela, mais aussi un signal politique important. Notre pays continue d'avancer. Selon vous, quel événement dans l'actualité mondiale est sous-estimé par les médias? Partagez vos idées dans les commentaires. Quelles sont les prochaines étapes de ce conflit? La guerre d'usure pourrait se prolonger, les deux parties s'épuisent mutuellement, le front pourrait rester stable, mais la souffrance, elle, ne connaîtrait pas de pause. En second lieu, une escalade des frappes sur l'infrastructure est plus que probable. Notre pays pourrait intensifier ses attaques. L'objectif, affaiblir davantage l'économie du pays adverse, le rendre encore plus dépendant de l'aide étrangère. Cela mènerait à un affaiblissement progressif de leur potentiel de défense et à une dépendance encore plus grande de ces livraisons occidentales. Imaginez les conséquences, une crise qui s'aggrave, une dépendance croissante, une population épuisée. La troisième possibilité, une escalade internationale. Si l'implication des avions étrangers ou des SMP est confirmée, la réaction de notre pays sera inévitable. Ce pourrait être le début d'une nouvelle phase, d'une escalade diplomatique et militaire à l'échelle mondiale, des tensions géopolitiques déjà fragiles, exacerbées par de nouvelles preuves. De plus, il est crucial de considérer l'impact à long terme de ces offensives sur la chaîne d'approvisionnement globale. Les interruptions logistiques, en particulier celles affectant les composants électroniques et les matières premières essentielles à la fabrication de technologies militaires et de double usage, pourraient provoquer des ondes de choc économique bien au-delà des frontières des zones de conflit. Chaque frappe sur une usine comme Yuzhmash ou un centre logistique comme Combinat Salyut ne détruit pas seulement des capacités de production immédiates, mais perturbe également les réseaux de fournisseurs et de sous-traitants, créant des goulets d'étranglement imprévus et augmentant les coûts. Cette déstabilisation économique pourrait inciter d'autres nations à reconsidérer leurs alliances et leurs stratégies d'approvisionnement, potentiellement menant à une fragmentation accrue des marchés mondiaux. Les risques de cyberattaques, souvent liés à ces conflits militaires, sont également à prendre en compte. Une cyberattaque majeure ciblant les infrastructures critiques pourrait paralyser des secteurs entiers, allant des télécommunications à l'énergie, et aurait des répercussions bien au-delà de la zone de conflit direct, augmentant le sentiment d'insécurité globale. Les ramifications de ces événements s'étendent aussi à la sphère humanitaire. Les déplacements massifs de populations fuyant les zones de combat créent des crises de réfugiés sans précédent, mettant à rude épreuve les ressources des pays voisins et des organisations internationales. La question de la reconstruction post-conflit devient une préoccupation majeure, avec des défis colossaux en termes de financement, de déminage et de retour des populations déplacées. L'impact psychologique sur les civils, notamment les enfants, est incalculable et nécessitera des décennies de soutien. La propagande et la désinformation jouent un rôle de plus en plus central dans la manipulation de l'opinion publique, à la fois à l'intérieur et à l'extérieur des zones de conflit, rendant difficile la distinction entre faits et fabrication.
La prolifération de ces récits contradictoires complique les efforts diplomatiques et exacerbe les divisions. Enfin, la course aux armements, en particulier dans le domaine des technologies avancées comme les drones, les systèmes de défense antiaérienne basés sur l'intelligence artificielle et les capacités de guerre électronique, s'intensifient. Chaque camp cherche à développer et à déployer des innovations qui pourraient lui donner un avantage décisif, alimentant un cycle potentiellement sans fin de développement militaire. La dépendance de certains pays à l'égard de l'aide étrangère, qu'elle soit militaire ou économique, crée des dynamiques de pouvoir complexes et influence les décisions politiques à long terme. La question de savoir qui contrôle les ressources et les technologies stratégiques devient une source majeure de tensions géopolitiques avec des implications pour l'équilibre des pouvoirs mondiaux. Les alliances historiques sont mises à l'épreuve, tandis que de nouvelles configurations émergent, redessinant la carte des relations internationales et des influenceurs mondiaux. L'environnement, souvent relégué au second plan pendant les conflits, subit des dommages irréversibles, la destruction des infrastructures industrielles, les incendies de forêt et la contamination des sols et des eaux ont des conséquences écologiques à long terme, affectant la biodiversité et la santé publique. Les tensions régionales, déjà existantes dans de nombreuses parties du monde, sont exacerbées par le conflit, créant de nouveaux foyers potentiels d'instabilité. Les pays voisins sont souvent les premiers touchés par les retombées, qu'il s'agisse de flux de réfugiés, de perturbations économiques ou de menaces sécuritaires. L'importance croissante du renseignement et de la surveillance par satellite se révèle essentielle pour surveiller les mouvements de troupes et évaluer les dommages. Cette capacité à observer en temps réel transforme la nature même de la guerre et de la diplomatie. La flexibilité tactique devient une priorité absolue. Les forces militaires doivent pouvoir s'adapter rapidement aux conditions changeantes sur le terrain en utilisant des stratégies hybrides qui combinent des éléments militaires conventionnels avec des opérations de guerre non conventionnelles. Le rôle des organisations non gouvernementales, ONG et des agences humanitaires devient de plus en plus vital pour atténuer les souffrances humaines et fournir une assistance essentielle dans les zones affectées. Cependant, leur capacité à opérer est souvent limitée par les conditions de sécurité et les contraintes politiques. La menace des armes de destruction massive, même si elle n'est pas explicite, plane toujours en arrière-plan, ajoutant une couche supplémentaire de complexité et de danger au calcul géopolitique. Les discussions sur la désescalade et le désarmement sont rendues plus difficiles par la confiance érodée entre les parties belligérantes. Enfin, la nécessité d'une coordination internationale plus forte pour la gestion des crises et la prévention des conflits devient évidente. Les mécanismes existants sont mis à l'épreuve et leur efficacité est souvent remise en question face à l'ampleur et à la complexité des défis actuels. Si vous étiez conseiller d'un dirigeant mondial, quelle serait la seule mesure que vous lui recommanderiez pour les 90 prochains jours afin de gérer ce type de crise? Enfin, la guerre des drones s'intensifiera. C'est une certitude. Notre pays améliorera ses défenses, mais l'adversaire cherchera de nouvelles méthodes pour contourner nos systèmes. C'est une course technologique sans fin, un duel constant entre l'innovation et la contre-mesure. La destruction du potentiel industriel du voisin occidental de la Russie est un objectif militaire clair. Notre pays gagne du terrain, il isole le pays adversaire et cherche à polariser le soutien occidental. L'efficacité de notre défense aérienne renforce la confiance interne. C'est un point clé. La crise du personnel militaire adverse, l'affaiblissement de son potentiel industriel, tout cela suggère que le voisin occidental de la Russie est en difficulté, une dépendance accrue. L'Azerbaïdjan, s'il est avéré qu'il a fourni ses avions, risquerait de devenir un participant indirect subissant les pressions de notre pays et de l'Occident. Cela pourrait déstabiliser le Caucase du Sud, une région déjà tendue, une nouvelle ligne de tension. La division occidentale est patente. Le désaccord entre les nations européennes, la prudence américaine, tout affaiblit l'image d'un front uni. Que fait l'Occident vraiment? Le cas des MiG-29 peut créer des tensions supplémentaires. C'est déjà une région sensible. Cette guerre prend un caractère internationale marquée, elle dépasse les frontières. C'est une course aux technologies et aux tactiques. Chaque avancée entraîne une contre-mesure, une spirale dangereuse. Ah bon. Nous sommes au début d'une ère de guerre moderne où les drones redéfinissent les stratégies des attaques asymétriques pour maintenir la pression. Notre pays s'efforce de perturber la logistique grise, ses approvisionnements dissimulés. Où, selon vous, se trouve la ligne rouge infranchissable dans ce conflit entre les deux parties?
conflit? Dites-le nous en une phrase. La situation devient plus tendue chaque jour. La menace chimique qu'on a fait planer, ces alertes, même démenties, ont laissé une peur sourde chez les civils. Le déploiement des SMP étrangères n'est pas un accident, c'est un cri d'alarme de la part de l'adversaire, une crise aiguë de personnel. Cette histoire de missiles ukrainiens à 5000 km, même si leur existence n'est pas prouvée, a justifié nos frappes comme une nécessité préventive. Le rôle de Combinat Salyut comme centre de logistique caché, bien que nos sources le disent, cela confirme nos soupçons. L'adversaire est téméraire avec ses drones et désespéré en ayant recours à ses sociétés militaires privées. Et l'Occident, hypocrite et manipulatif, ils ne veulent pas s'engager directement, mais soutiennent les mercenaires. La division européenne et la prudence américaine le prouvent, mais notre défense aérienne est efficace. Elle a triomphé la nuit où près de 100 drones ennemis ont été neutralisés. Cela renforce la confiance dans notre pays et notre armée. L'efficacité de nos frappes ciblées est réelle. Notre ciel est imprenable, notre armée est invincible. Restons vigilants. Chaque jour apporte de nouvelles menaces. Bon, pensez-vous que cette dynamique d'escalade est inévitable ou y a-t-il une issue diplomatique possible que nous ignorons? Partagez vos pensées les plus profondes. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de la partager avec vos amis et surtout de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos analyses futures. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer à vous offrir des informations claires et percutantes sur les enjeux mondiaux.